Mon nom, c'est Jeff Klein. Mon nom, c'est Mélissa Mira. Et Deux réalisateurs de Pin-Up Dolls on Ice. Et vous écoutez sci-fiuniverse.com. Yes, sir. Comment qu'on a décidé? C'était pas vraiment une décision, je me suis juste incrustée. Ouais. Non. Mais Jeff a commencé la trilogie avec Bikini Girls on Ice. C'était une blague qui a commencé avec ses copains. Et un de ses copains a dit « Ah, tu sais, c'est quoi un de mes fantasmes? Ça serait de prendre une escorte, la mettre dans un hôtel, la mettre dans un bain plein de glace jusqu'à temps qu'elle soit gelée morte et de la fourrer à la vie pour qu'elle revienne à la vie. » Puis là, Jeff, il dit, c'est complètement débile, mais ça sera un bon thème pour un film. Et Bikini Girls on Ice est né. Ouais. Et comme j'ai dit, c'était un film qui était une blague, c'était une joke. C'était même pas supposé d'être vu par le grand public. C'était pour lui et ses copains. Et après ça, c'était sur Netflix, c'était à la télé, ça faisait la tournée des festivals, ça a gagné des prix. Puis Jeff était comme, mais mon Dieu, c'est pas juste, là, les critiques sont en train de me tuer, sont en train de me dire que je devrais arrêter de faire des films d'horreur. Prendre ma retraite. Que je devrais prendre ça. C'est son premier film. Alors, il a dit, non, là, je vais faire un vrai film, entre guillemets. En sachant que le monde va voir le film. C'est ça. En prenant en compte qu'il y a des gens qui vont vouloir le juger à côté des Halloween de Rob Zombie ou des Friday the 13th. Alors, on a décidé... Ce qu'on a fait, en fait, c'est... On a pris toutes les revues ou les critiques de Bikini Girls on Ice, on les a imprimées, on les a données à notre écrivain, Michael Penning. Puis on a dit, écoute, tu vas lire toutes ces critiques-là, puis tu vas voir qu'ils sont pas mal semblables, ouais. ce qu'ils ont aimé, puis ce qu'ils n'ont pas aimé. Fait que, Dans le fond, le public voulait plus de nichons, plus de sang, plus de gore, plus de tout. Donc... Fait qu'on s'est dit, OK, tu veux tout ça? Check notre première scène. La scène d'ouverture du film. Il y a tout. Tout ce que vous vouliez, et c'est dans la première scène. Donc, vous allez 80 minutes de juste ça. Justement, c'est assez drôle parce qu'on s'attend que ce soit un film de mec, on va dire. Hein, le propos est vraiment le film de mec par excellence. Alors, tu es quand même productrice, réalisatrice, tu travailles sur le maquillage, du coup, tu cumules on ne s'attend pas à avoir une femme réaliser ce genre de film. Comment ça se fait? Mais ce qui est bizarre ou drôle, c'est que moi, j'avais toutes mes idées de comment faire le film, puis des idées pour l'histoire, puis tout ça. Mais quand Mélissa a commencé à mettre son input dans tout le processus, elle voulait que ça soit plus violent, plus de sang, plus de nudité. Puis j'étais comme, oh my God, j'ai fait comme elle, t'es une fille, là. Et j'ai fait comme, comment je vais expliquer ça aux actrices? Nous dit, inquiète-toi pas des actrices, je vais m'en occuper, je vais leur expliquer, Puis, écoute, moi, j'aime ça. Quand elle me dit, je vais aussi inclure une scène de nécrophilia, j'étais comme, mais non, on peut pas faire ça. On peut pas avoir Mo qui est en train de fourrer un cadavre. Là. Ça marche pas, là. J'ai dit oui, on peut. On va le faire. On m'a convaincu qu'on devrait le faire, puis on l'a fait. Oui, on l'a fait. Ouais. C'est une bonne manière de contrer les féministes d'une manière... on fait ça, non? Mais la vérité, c'est qu'on ne voulait pas choquer personne. On n'avait pas un but en particulier de provoquer une espèce de scandale que, oh mon Dieu, les films, c'est un slasher, mais c'est pas un slasher ordinaire parce que les têtes se font couper puis les corps continuent à courir. Puis c'est pas comme de la violence stupide ou comique. C'est de la vraie violence. Je veux dire, les filles se font vraiment, vraiment attaquer par mots.
Et nous, c'était vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire parce que probablement, c'est ce qui m'intéresse, moi, de la vraie violence. J'étais un petit peu twistée dans la tête. Et de faire un slasher comique comme les 150 millions autres slashers qu'il y a déjà dans l'industrie, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire un slasher qui se distinguait vraiment par la violence. Puis je pense qu'on a vraiment réussi à faire ça parce que c'est qu'est-ce que tout le monde nous parle, c'est de la violence réelle qu'il y a dans le film. Et comme je dis, c'est ça, on voulait pas choquer personne, surtout pas les féministes, mais je veux dire, à quelque part... C'était le film qu'on voulait faire. On voulait faire ça, puis on n'est pas... je sais pas comment dire en français, we don't apologize pour la violence qu'il y a dans le film. On est confortable avec ce qu'il y a dedans. Et puis, si tu nous demandes qu'est-ce qu'on pense de la violence en film, nous, on trouve que c'est pas assez violent. C'est pas assez violent. On est comme pour de vrai, les gens, ils capotent là-dessus. Je sais pas. Tu sais, on voit même pas tous les meurtres sur l'écran, puis c'est comme... Ouais. Moi, dans ma tête, je suis comme, si on avait plus de budget, peut-être, tu sais, on montrait plus, mais je trouve que l'impact pour le public, c'est encore assez intense. C'est laissé à l'imagination aussi de qu'est-ce qui peut arriver. Mais non, c'est ça. Nous, notre but, c'était pas de choquer les féministes ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, moi, je suis une fille, j'ai fait le film et j'approuve le message. Donc, ça finit là. Ce qui m'interpelle, c'est que vous dites que vous êtes dans un contexte un peu sérieux. Enfin, moi, j'ai pris à l'inverse, j'ai pris ça comme un gros, enfin, presque un message d'amour au cliché. C'est-à-dire qu'au BIFF, on a à chaque fois des clichés du style la porte derrière toi. Oui. Il y a toute une inscription de trucs comme ça, avec la pleine lune où on vient à imiter le coup. Voilà, c'est du BIFF. Et le film s'inscrit parfaitement là-dedans. À poil, enfin, il y a... Non, écoute, c'est quand même un slasher. Puis il y a des éléments. Il y a des éléments, il y a quand même une formule à respecter quand tu fais le scénario. Puis, fait, tous les ingrédients pour avoir un bon slasher sont là. C'est juste que... On a mis notre touche personnelle, artistique, et qu'est-ce que nous, on aime et qu'est-ce qu'on voulait changer dans le slasher habituel. Comme par exemple, les filles ont des talons hauts jusqu'à la fin du film. OK? Moi, j'enlèverais mes talons hauts pour courir s'il y a un maniaque qui me court après. Sauf que nous, on voulait exactement la réaction que le BIFF a eue de dire « Enlève tes talons, sale connasse! » C'est exactement ça qu'on voulait. C'est la même réaction que quand nous, on écoute un slasher des années 80 et la fille entend un bruit et elle va aller voir c'est quoi le bruit. « Eh non, connasse, cours, sauve-toi, derrière toi, la porte, peu importe, là, tu sais. » Mais ça, c'est des éléments du slasher que tu peux pas éliminer. Si tu élimines tout ça, c'est pas un slasher. C'est un autre genre de film d'horreur. C'est pas un slasher des années 80, puis c'est ça qu'on aime, les slashers des années 80. C'est ça. Moi, j'ai eu l'impression que vous avez fait en fait un film, ce que j'appelle un film festif, fait pour les festivals, pour les festivals, fait pour les nuits comme ça, avec qui vont mettre complètement le feu. D'une certaine manière, enfin pour moi, c'était une intention de votre part de ne pas chercher plus loin, de ne pas construire un scénario ou des tragédies ou des trucs, mais de satisfaire ce public-là en question. C'est exactement ça que ça revient au point des critiques que j'ai eu sur Bikini Girls on Ice. Puis pour Pin Up Dolls, je voulais vraiment avoir un film qui serait would please the public. Que le public aimerait. Que le public aimerait. Puis le public, c'est les festivals. C'est ça. On nous demande souvent une copie du film pour les revues, pour les magazines et tout ça, puis on dit toujours non, il n'y en a pas question, venez au festival, venez vivre l'expérience de Pin Up Dolls on Ice avec le public. C'est un film de public. Si vous le regardez dans votre écran, à l'ordinateur, à la maison, vous allez trouver que... peut-être tu vas l'aimer, peut-être que tu vas l'aimer. Peut-être tu vas l'écouter un samedi après-midi à 2h, puis il fait soleil, puis... t'as ta femme qui joue tes enfants, de la musique on ne sait pas, mais... Donc là, tu vas manquer le... C'est ça, c'est vraiment un film de festival, écoute, avec le public qui crie, puis qui se fâche après les personnages, cours pas, ta gueule, peu importe, mais c'est vraiment ça qu'on voulait. C'est un film de party. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu cette impression que vous avez fait un peu le film tous les deux, c'est-à-dire que tu es au montage, à la production, donc tu as assumé cette partie-là. Toi, tu as assumé justement toute la partie, on a dit make-up, actrice, aussi. Donc, c'est vraiment, on peut dire, un film construit à deux.
Oui, Oh, ouais, absolument, absolument. 100%. C'est un film construit à deux, financé à deux. Il n'y a pas personne, il n'y a pas des programmes ou peu importe des studios qui nous ont backés, des gros producteurs. Non, c'est nos cartes de crédit, l'argent de nos payes, de notre boulot, quelques membres de notre famille qui nous ont supportés, qu'on doit rembourser, c'est pas gratuit. Et puis c'est ça, c'est à deux. Et personnellement, j'ai adoré l'expérience parce qu'on n'avait personne derrière nous qui nous disait « Ah, mais là, vous devez vendre le film tout de suite parce que moi, j'attends mon chèque » ou « Non, non, vous n'allez pas faire ça comme ça. Moi, je ne veux pas financer un film qui va se passer comme ça. » Non, non, non. C'est nous, les artistes derrière ça, c'est nous les... Mais ça a bien marché sur le plateau à cause que moi, j'aime bien la caméra, la lumière, l'éclairage. J'aime bien voir des images qui sont beaux. OK? Mélissa, elle aime ça voir des choses fucked up. Fait que quand on mélange les deux, ça fait quelque chose de beau. Fait que moi, je suis plus technique, elle est plus des idées assez bizarres. Je pense même pas qu'il y a un mot pour ça. Pousser les limites du film. Dans le fond, ça marche comme ça. Je dis, Jeff, moi, j'ai une fille qui va courir tout nu de A à B. Ouais. Elle va tomber, lui va lui sauter dessus, il va arriver ça, comme ça, comme ça. La fille est déjà prête, le mot est déjà prêt. Arrange-toi pour que ça soit filmé, puis cadré, puis éclairé. Parfait. Fait que là, lui, il part avec l'équipe technique. Moi, je pars avec les acteurs et tout. Je fais mon propre maquillage, je retouche mots. Donc, jusqu'à la dernière seconde que Jeff va dire « action », moi, je suis encore en train de mettre de l'huile d'olive dans les cheveux du tueur pour que ça a l'air... On n'arrête pas. L'adrénaline sur le set, c'est en haut, en haut. Puis, c'est tellement le fun. You have any news? All I know is he's a big son of a bitch who likes his girls frozen or on ice or something fucked up. When you see the pinups, tell them I say holla! Déjà dans le cinéma ou c'est quelque chose qui est justement venu avec le premier film de vouloir rentrer dans Bikini Girls on Ice, c'était ma première film. J'ai jamais étudié à l'école ou de quoi. J'ai fait des courts-métrages. À part ça, comme on expliquait avant, Bikini Girls on Ice, c'était vraiment on voulait justement savoir si on était capable de produire un long-métrage. Puis là, on a vu, OK, on était capable. J'étais capable de réaliser un film, tu sais, un long-métrage. Fait que, mais puis pour Mélissa, c'est son premier film. Elle n'avait jamais fait de réalisation. J'ai pas été à l'école, rien. Même les effets spéciaux, j'ai appris ça sur YouTube. YouTube, Google, ok, ouais, c'est bon, ok, mais peut-être que je vais le faire comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. On a fait des tests chez nous, puis tout à coup, on est sur le plateau, puis on est en train de filmer, puis tout allait assez bien. Mais on a des boulots durant la semaine. Moi, je suis une adjointe juridique dans un cabinet d'avocats du lundi au vendredi. Ça, c'est mon 9 à 5, c'est mon boulot. Puis Jeff est monteur d'image dans une boîte à Montréal. Donc, lui est plus dans le milieu, mais moi, je suis complètement... C'est vraiment à l'opposé. Et alors, j'ai vu aussi que vous aviez fait 2 chefs opérateurs, dont un qui s'est occupé que pour des flashbacks. Et donc plus dans un terme généraliste. Ça, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on avait un directeur photo pour le Principal Photography, qui était comme le mois où est-ce qu'on est allé tourner le film. Et on a eu plein de problèmes avec ce DP. Écoute, c'était affreux, c'était l'enfer. Quand je te dis, on peut pas trop en parler, mais juste pour te dire qu'il y a des avocats qui s'en sont mêlés. Et on a failli perdre le film et tout. Écoute, c'était un gros salaud. Et ça, c'était en octobre 2011. Donc, en août 2012, on a décidé, sais-tu quoi? Fuck that. On va retourner presque tout le film. Alors, notre DP, Jean-Claude Leblanc, excellent. Écoute, il a sauvé le film. Ouais. Si ce n'était pas lui et de ses quelques amis qui sont venus accrocher une lumière ici, bouger le dolly et tout, là. Son cousin qui n'avait pas d'expérience. Première fois sur un plateau, il a fait tous les dolly et tout. Si ce n'était pas de lui, le film n'existe pas. On a repris... Et lui, Jean-Claude, était un grip.
durant le premier mois de tournage. C'était un grip. Et à travers, en lui jasant et tout ça, on a découvert qu'il est capable de bouger la caméra. Donc, on l'a appelé et il est venu sauver le film en août. On a tourné pendant une semaine. On a refait, je crois... 5 meurtres. 5 meurtres. Dans le... En plus, l'opening du film. Oui. Des nouvelles scènes complètement, des pick-up ici et là. Et après ça, durant cette semaine, la caméra est morte. La caméra est morte pendant un bon, je dirais, 3 heures, mais il était déjà rendu 4 heures le matin, le soleil se levait et on avait Ashley qui joue Christy au début du film, la fille dans le lac. Elle était à poil dans le lac, puis nous, on était comme, Ashley, on n'a pas de caméra, on ne peut pas tourner! Ouais. Fait que là, on l'a sortie de l'eau et on lui a dit, écoute, il va falloir qu'on revienne en septembre. Ouais. Fait qu'en septembre, on est revenu pour une fin de semaine, juste pour elle, pour pouvoir filmer sa scène à elle. Alors, JC est revenu et tout. Puis il y a des flashbacks qui sont faits par... en fait, c'est fait par Harry Walker. Puis JC, il a fait quelques plans aussi. Ouais. Mais tous les flashbacks sont faits en 16 mm. Puis, quand on les a tournés, Harry Walker avait plus d'expérience avec le pellicule. Fait que lui... En fait, je pense que c'était Harry qui a proposé de tourner les flashbacks en 16 mm, non? Non, c'était quelque chose que nous, on voulait d'avoir une différence. Parce qu'on trouve que le digital, que les gens vont mettre l'effet film sur le digital, ça paraît. C'est pas beau, puis nous, on voulait pas. Puis on savait que Harry avait une caméra. Ben, c'est ça. On savait que Harry avait une caméra 16 mm, puis il y avait du pellicule. Fait que on s'est dit, écoute... Donc, Harry Walker a fait les flashbacks. Et JC Leblanc, Jean-Claude Leblanc a fait le film. Il a sauvé le film. C'est comme, JC, c'est comme, oh mon Dieu. Anything that's nice in the film is JC C'est Jean-Claude Leblanc. Et du coup, vous avez tourné la caméra digitale, vous avez tourné avec un modèle bien particulier. Vous aviez choisi volontairement. On a choisi de tourner avec le Red One MX. On a tourné en 4K, mais on savait qu'on allait finir en 2K. Puis ça veut dire que dans le montage, on était capable de zoomer à 200% sans perdre la qualité. Fait que moi, dans le montage, j'étais capable de recadrer tous les plans. J'étais capable d'ajouter du mouvement dans les images sans perdre de qualité. Puis c'était Ce qui a été très super. important parce que le premier DP qu'on avait, ce qu'il avait filmé, c'était horrible. Et on a pu utiliser quelques de ces images dans le film en modifiant complètement ce que lui avait originalement filmé. Ouais. Donc, ce qui était le contraire avec Bikini Girls. Bikini Girls était filmé avec le Sony F900 qui permet pas... Il tourne en HD. Fait qu'il n'y a pas de... C'est ça qui est ça. Ce que tu filmes, c'est l'image. Tu ne peux pas retravailler dedans. Alors, nous, avec Pin-Up Dolls, on s'est dit, écoute, que nous, on n'ait pas de salaire pour le film, on s'en fout. Que nous, on va manger du craft dinner pendant 3 ans pour financer le film, on s'en fout. Mais on veut la caméra, on veut l'équipement, les jouets pour tourner ce film, pour pouvoir donner au public un film qui va se fondre avec les gros films de Hollywood. On ne voulait pas que les gens voient visuellement une différence dans la qualité de l'image. Et puis, la caméra est... C'est pour ça qu'on a choisi le Red One MX. Ouais. C'était super, c'est une bonne décision. Ouais. Comment ça s'est passé alors, du coup, avec les comédiennes qui, 90% se terminent nues? Est-ce que c'est des choses faciles à dire à une comédienne? Écoute, au début, c'était un peu particulier. C'était comme, tu sais, il y avait une actrice dédiée à faire la nudité. Mais après, quand on a commencé à tourner, puis les acteurs ont vu que les autres acteurs couraient dans le bois, dans le bout, qui faisaient n'importe quoi pour avoir une bonne scène, ça leur... Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Mais les actrices, au départ, je veux dire, elles ont reçu le script. Même pour les auditions, on leur a dit, écoute, si tu veux passer l'audition pour le film, il n'y a pas de problème, mais le rôle pour lequel tu auditionnes, il y a de la nudité, et c'est la nudité... Il faut que tu sois prête à faire de la nudité complète.
Ça se peut très bien que tu aies 0 nudité à faire ou juste topless ou peu importe, mais tu as de la nudité à faire. Pas de problème, pas de problème. Et on a l'histoire de Lauren. On a choisi nos actrices. Et Emily, qui joue Lauren, la fille dans la toilette, dans la douche. Elle voulait seulement faire topless. Elle dit, moi, je suis correcte, mais je vais faire topless si ça vous dérange pas. Puis nous, on était comme, on n'avait pas eu beaucoup d'actrices qui avaient passé les auditions, qui étaient comme, ouais, full nudité, on va le faire, pas de problème. Donc, on avait quand même, on était un petit peu restreint par rapport à nos choix. Donc, la fille qui était willing de faire la scène de la douche, elle a dit, moi, je veux juste faire topless. OK, Jeff, topless, c'est-tu correct avec toi? Ouais, OK. Bon, OK, topless. C'est des seins. C'est des seins. Donc, c'est des nichons. Donc, on commence à tourner la scène. Et elle aussi, on a retourné sa scène de mort en août. Ouais. Et, la première version était horrible. Était horrible, horrible, horrible. Donc, en août, on retourne sa scène. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé durant les reshoots, mais il y avait tellement d'adrénaline. Les filles étaient tellement dedans. Elle a dit, sais-tu quoi? Non, moi, je veux faire full nudité. Assurez-vous d'avoir la caméra sur mon cul, parce que moi, j'ai un beau cul. Puis, moi, je vais faire ça comme ça avec ma culotte. Puis, je vais monter mes cheveux. Puis, Puis nous, on était comme, OK, il n'y a pas de problème. Puis le pire, c'est que je crois qu'on a tourné sa scène peut-être 3-4 fois parce qu'on voulait comme des angles différents. Mais après la première fois, on a oublié qu'elle était nue. Parce qu'on était complètement nue. Puis elle, quand Jeff a calls cut, elle est juste comme debout dans la douche, complètement nue, puis elle attend, puis je veux dire, elle n'a pas voulu se cacher ou quoi que ce soit. Là, on s'en foutait. C'est comme, on oublie que le monde est nu. Puis on s'occupe du technique. C'est comme, OK, le dolly, la caméra, tata. Puis après ça, j'ai dit à tout le monde, OK, tout le monde, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Puis je suis allée voir Émilie, j'ai dit, Émilie, tu te rends compte que t'es nue, t'es encore correct? Oui, let's go, on tourne. Ah oui, puis si vous voulez plus, je vous donne plus. Ça était comme, non, c'est correct. Mais les filles étaient fantastiques. Mais c'est toutes des premières actrices. Toutes les filles. Vous aviez un choix particulier sur le look du Bouillon? Il y avait une idée derrière Il y avait une idée. Oui, il y avait une idée. Quand j'ai commencé à faire Bikini Girls on Ice, c'était... Je voulais essayer de créer un tueur iconique. En français, c'est quoi? Iconique. Iconique? OK, c'est ça. Fait que, on s'est dit, OK, mais moi, je voulais pas avoir une masque pour le tueur. Fait que le challenge, c'était de tourner le film avec un gars qui n'a pas de masque, mais sans voir sa face. Fait que c'est pour ça qu'il y a peut-être 2-3 plans, peut-être même juste 2, où on voit clairement sa face, même si c'est durant la nuit. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de mouvements, il y a des cheveux longs. Mais nous autres, on voulait quelqu'un qui pourrait exister dans le vrai monde. Puis je trouve que Mo, il est grand, il est dégueulasse, mais quand même, il reste quand même un humain. Puis c'est ça que j'aime. J'aime pas quand tu as un film, puis tu réussis à exploser le tueur, puis là, 3 minutes plus tard, il est de retour. Puis moi, ça m'enlève de l'histoire à cause que c'est comique. C'est plus comique, supernatural. On voulait faire quelque chose de vrai, réel. Puis ça commence avec le tueur. C'est un vrai homme, c'est un beast, c'est un bête. Mais il peut, j'espère que non, mais il peut habiter à côté de chez toi. C'est un vrai... C'est juste, dans le fond, on voulait rester très loin du supernatural. On voulait pas un tueur qui va revenir ou qui va aller dans l'espace, combattre des extraterrestres, puis faire des choses complètement ridicules juste pour avoir une suite au film, puis une suite. Tu sais, il y a des excellentes trilogies dans les industries, mais je trouve que
l'industrie est en train de pourrir ou d'être polluée avec des suites de films classiques qui devraient juste être laissés tranquilles. C'est fini. Je veux dire, arriver avec des histoires fresh, des original stories, inventer un nouveau tueur. C'est pour ça que quand Hatchet est sorti, nous, on était comme yes! Je veux dire, c'est un nouveau tueur. Un nouveau tueur, une nouvelle série. Même si c'est complètement à l'opposé de ce que nous, on aime. Nous, c'est ça, les têtes qui coupent avec le sang, qui... comme ça, là, c'est pas notre genre, mais merci Hatchet, merci, parce que c'est du nouveau, là. À part Hatchet, il y a peut-être ça, mais ça, c'est-tu un slasher, ça? C'est pas vraiment un slasher, tu sais. Fait que, après, tu sais, tous les Jason Voorhees, puis les Michael Myers, puis les Freddy Kruegers, après ça, il y a quoi comme iconic serial killers? Puis c'est ça qu'on veut essayer de créer. C'est quand même, il y a beaucoup de sang qui coule sur les corps et tout, mais vous ne faites pas particulièrement des effets où une personne va se trouver avec le visage coupé en deux. Non. Il n'y a pas trop de cartoonesque, en fait. C'est ça. Mais c'est en partie une question budget, parce qu'on ne peut pas se permettre... nous, on voulait la caméra, donc on a comme essayé de placer notre argent où est-ce qu'il fallait, puis le côté effets spéciaux, on a mangé un coup. Malheureusement. Sauf que pour nous, ça nous convenait parce que quand tu y penses, il n'y a pas une manière de couper la tête de quelqu'un ou écraser une tête avec un pied ou peu importe sans que ça ait l'air comique. Ou fake ou comique. Même comique, c'est comique. Puis nous, c'est ça qu'on voulait. Parce que si Mo commence à écraser des têtes, puis tu vois le cerveau qui sort, ben là, c'est plus réel. Dans la vraie vie, si moi, je kick la tête de Jeff, son cerveau ne va pas sortir comme un pet, là, puis comme la crème, tu sais, ça ne va pas se passer, tu sais. Donc nous, c'est pour ça, côté effets spéciaux, comme la scène du Meat Slicer, par exemple, tu sais, on ne va pas aller plus loin parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le film, mais je veux dire, on l'a spécialement arrêté où est-ce qu'on voulait arrêter parce que on pouvait pas le montrer sans que ça soit comique et on voulait pas que ça soit comique. Que ça soit comique. C'est une scène tellement intense, puis... Mais on voulait pas que ça soit comique style Hatchet. On voulait que ça soit comique parce que l'imbécile dans le film est imbécile puis est drôle, le blond, là, il y avait des choses qu'on voulait que c'était spécialement fait pour rire, puis il y a des choses qu'on voulait juste laisser à l'imagination. Vous travaillez déjà sur vous avez trouvé, parce que comme c'était votre argent sur les deux premiers films, est-ce que vous allez vous faire aider pour le financement du troisième ou vous partez dans la même idée de... Nous, on part dans l'idée que tout est financé par nous. S'il y a quelqu'un qui veut embarquer ou peu importe, vous êtes la bienvenue, mais c'est nous qui avons la décision finale. Puis c'est un film qui doit nous représenter notre compagnie et représenter l'histoire qu'on veut faire. Donc, je veux dire, à quelque part... Non, c'est ça. Moi, je veux jamais... livrer un film au public, au festival, qui est pas 100% Jeff puis Melissa. Puis je pense que c'est pour ça que pour le troisième film, on va être... S'il faut dépenser notre argent encore, on va le faire. Mais on aime ça avoir le contrôle. Il n'y a pas d'influence de l'extérieur. Comment faire le film pour mieux le vendre, whatever. Non. Nous autres, on fait les films qu'on veut faire. Si tu les aimes, fine, good, on est content. Sinon, c'est correct, tu sais. C'est notre film. Aussi, on aime travailler avec des acteurs qui sont nouveaux dans l'industrie. On ne veut pas faire partie d'unions ou de payer des tarifs. Parce qu'au Québec, on a des unions pour les acteurs et pour l'équipage et tout ça. Et on ne voulait pas... payer des salaires plus chers parce que la telle personne a fait son 8 heures par jour, maintenant il faut la payer double pour l'extra, mais non, mais elle ne peut pas travailler la nuit ou les moustiques ou peu importe. Non, on voulait des gens qui étaient là et qui voulaient se rouler dans la boue, nager nu dans un lac, se faire mais tout le monde était payé quand même. Tout le monde a été payé. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été payée. Tout le monde a été payé de nos poches, de nos cartes de crédit. Et c'est ça, il faut... On veut rester honnête avec nous-mêmes, puis on veut jamais, je sais pas comment on dit en français, mais sell out. On veut jamais faire un film pour embarquer dans l'espèce de machine, juste on produit, puis on produit des choses que on n'est pas 100% ou fier ou quoi que ce soit. On veut mettre un film, puis on va dire ça, c'est un film Jeff et Melissa,
vous allez en voir des nichons, vous allez voir du sang, vous allez voir de la vraie violence. Puis vous avez un... Ouais, le prochain, là. Watch out. Watch out. Ouais. Là, on sait on est capable de faire un film assez violent, puis cool, mais non, on va se laisser aller, là. Et justement, dans cette idée-là, c'est parce que quand on assume tout, parce que ça m'intéresse vraiment, je suis un peu admiratif du fait que vous fassiez tous les deux. Merci. Pratiquement. Comment on fait pour... Parce que je suppose qu'on rencontre un peu des adversités, on n'est pas dans un système, je dirais, classé, donc pour se faire distribuer, pouvoir se voir en salle, ça va pas être facile, non? C'est pas facile. Non, mais c'est sûr que faire la tournée des festivals, c'est extraordinaire pour un cinéaste indépendant. Dans le fond, la tournée des festivals, c'est comme notre sortie en salle. Tout le monde croit que les sorties en salle, c'est quelque chose d'extraordinaire et tout, mais ça coûte de l'argent, sortir ton film en salle. Et pour un cinéaste, il faut que tu ailles soit de la distribution, et la boîte de distribution va faire en sorte que ton film va jouer en salle, mais tu ne verras pas un sou de ça. Il faut que tu payes pour que ton film soit en salle. Il y a des droits qu'il faut que tu payes. Écoute, on peut donner une liste comme ça de choses à payer pour que ton film sorte en salle. Et ça ne veut absolument rien dire que ton film sorte en salle. Même maintenant, l'histoire de la sortie en DVD, en Blu-ray, peu importe, les DVD et les Blu-ray, c'est fini. On arrive à la fin de cette ère de DVD et tout, là. Maintenant, tout est sur demande. Maintenant, en ligne. Tout est en ligne, tout est sur demande. Netflix, au Québec, on a Super Écran et iTunes, tout ça. iTunes, ça s'en va là. Numérique. Oui, puis nous, on croit vraiment que l'histoire des DVD et tout ça, c'est vraiment pour que les distributeurs aillent chercher de l'argent. Il y a aussi quelques nostalgiques des années 80 qui se rappellent encore de leur VHS et qui adorent. Nous, on préférerait que notre film soit sur VHS que DVD Blu-ray. Nous, ça ne nous intéresse pas de sortir le film en DVD Blu-ray. Nous, on veut avoir une édition limitée VHS, Pin-Up Dolls on Ice. C'est ça qu'on veut. Ça serait génial. Oh my God. You see anything, I mean anything. Call me personally, understand? We'll be fine, don't worry about it.